L'invité de la seconde partie, Idée de la grande table, est le géopolitiste Jean-Michel Valentin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur en études stratégiques et sociologie de la défense à l'EHESS Paris, l'école des hautes études en sciences sociales. Vous êtes aussi responsable de la rubrique Environment and Security, environnement et sécurité on va dire, du think tank redanalysis.org. Vos travaux portent sur les dérèglements environnementaux planétaires et la montée en puissance de l'intelligence artificielle. Sur ce sujet, vous aviez publié déjà en 2017 au Seuil dans la collection Anthropocène, géopolitique d'une planète déréglée, et vous venez de sortir L'Aigle, le Dragon et la crise planétaire, toujours chez le même éditeur, toujours dans la même collection. Et justement, dans ce dernier essai, vous vous intéressez à l'affrontement Chine-États-Unis à l'heure de l'Anthropocène, comment une série de guerres, de coopérations compétitives, d'affrontements sont devenus le moteur de la course à la puissance industrielle et le moteur à la fois aussi du dérèglement climatique, une coopération compétitive, donc un peu malgré ces deux États qui transforment le système Terre en gisement sur lesquels ces deux corps de Chine-América s'affrontent tout en étant sous la menace de destruction massive. Comme nous tous, je serais tenté de dire, Jean-Michel Valentin. Comment naît ce concept d'abord de Chine-América qui fusionne en quelque sorte la Chine et l'Amérique, alors que ce sont deux nations qu'on penserait plutôt opposées? Oui, tout à fait. En fait, ce concept de Chine-América ou de Chimérica a été inventé il y a quelques années par l'historien économiste Niall Ferguson, qui fait beaucoup avancer la recherche sur ces questions. Quand il a voulu mettre en évidence le caractère très original, très singulier de la relation entre les États-Unis et la Chine, dans la mesure où, depuis le début des années 80, les États-Unis ont délocalisé une grande partie de leur industrie sur le territoire chinois, tandis que la Chine, elle, investit massivement en achetant des obligations du Trésor américain. Oui, vous donnez des chiffres, hein, on passe de quelques pourcents à je ne sais plus combien de pourcents, plus de 20% À près de aujourd'hui. 20%, Ouais. absolument. Et certes, des obligations américaines émises sont possédées par la Chine. Exactement. Ce qui fait qu'il existe aujourd'hui une interdépendance économique extrêmement forte, et on pourrait presque dire intime, entre les États-Unis et la Chine, dont l'économie s'est largement hybridée. Et comme leur économie s'est largement hybridée, eh bien, les besoins en ressources, mais aussi les rejets, notamment d'émissions de gaz à effet de serre, on peut les regarder de façon nationale, mais on peut aussi les regarder sous l'angle de cette créature hybride et assez étrange qu'est cette chimérica. Cette dynamique finalement de la relation entre la Chine et les États-Unis. Alors cette relation complexe qui unit les deux nations, elle a une sorte de date pivot. En tout cas, c'est comme ça que vous le montrez, Jean-Michel Valentin. C'est 1972, le rapprochement entre Nixon et Mao Zedong. Vous remontez beaucoup plus loin dans l'histoire, mais il y a là quelque chose qui se joue. Extrait d'une archive de l'époque. Les temps changent, dit Chou En-lai, la force du peuple est invincible. Malgré les revers et les zigzags, les peuples vont non vers l'obscurité, mais vers la lumière. Et la réponse du président Nixon: depuis près d'une génération, il y a une muraille entre la Chine et les États-Unis. Nous avons commencé à la démolir. Qu'est-ce qui se joue à ce moment-là, Jean-Michel Valentin, de l'histoire? Ce qui se joue à ce moment-là, alors, sur le plan conjoncturel, c'est en pleine guerre froide, le rapprochement entre les États-Unis et la Chine, de façon à tenter d'isoler un peu l'Union soviétique et en séparant en deux ce qu'on appelait le bloc de l'Est, dans le cadre d'une guerre du Vietnam douloureuse et finissante. Ce qui se joue aussi, c'est le moment de cette rencontre, le renouvellement plutôt de la rencontre entre la Chine et les États-Unis, qui, dans les années qui suivent, va progressivement prendre une dimension économique, industrielle, agricole, de plus en plus forte. Mais 1972, vous avez tout à fait raison de le mentionner, c'est aussi une année très particulière dans la mesure où c'est aussi l'année de la publication du fameux rapport du Club de Rome, Les limites de la croissance.
il faut rappeler que le Club de Rome est un club qui existe toujours, hein, d'industriels, de banquiers, de financiers, de chercheurs, qui avait commandé un rapport au Massachusetts Institute of Technology, MIT, en demandant à ces chercheurs quelles étaient les capacités de croissance de l'économie mondiale par rapport à la capacité de charge planétaire. Et la sortie du rapport a été un coup de tonnerre, puisque le rapport établissait que, au rythme de croissance de l'époque, il restait donc en 1972 pour 40 ans de capacité planétaire à soutenir la croissance, tant en termes de ressources que d'absorption des rejets. C'était il y a presque 50 ans. C'était il y a une grosse quarantaine d'années. Non, c'était il y a presque 50 ans, vous avez raison. Je ne peux m'empêcher de trouver que justement 72 est cette date pivot, puisqu'on a d'un côté l'émergence de cette relation sino-américaine très forte et l'établissement en même temps des limites de la croissance. Et c'est autour de cette date pivot, vous construisez votre ouvrage, L'Aigle, le Dragon et la crise planétaire, Jean-Michel Valentin, publié, je le rappelle, dans la collection Anthropocène, c'est-à-dire une collection des éditions du Seuil qui est consacrée aux questions environnementales, aux enjeux environnementaux. Et donc vous faites remonter l'histoire, vous remontez jusqu'à la guerre de l'opium au tournant du 19e et du 20e siècle, pour montrer comment finalement la crise planétaire est indissociable du rapport de puissance militaire et que ce rapport de puissance militaire est lui-même lié à une compétition industrielle et économique qui nécessite une extraction des ressources, ce fameux capitalisme d'extraction dont on parle beaucoup aujourd'hui, en tout cas quand on s'intéresse aux questions environnementales et qui produit rejet et pollution. Alors, effectivement, il y a un lien très fort, vous le notez très justement, il y a un lien très fort entre guerre et industrie et révolution industrielle à partir du 19e siècle. Mais moi, je ne vais pas tellement dans les histoires de capitalisme, d'extraction, d'extractivisme, etc. parce que je crains qu'on ne passe à côté de l'essentiel. Parce que tout simplement, la révolution industrielle, c'est une révolution qui est aussi industriello-militaire. Et la transformation de l'industrie entraîne une transformation des armées. La révolution industrielle au XIXe siècle se répand d'abord en Europe, puis aux États-Unis, puis au Japon, et entraîne la transformation industrielle des appareils militaires des pays concernés. D'où ensuite des rapports de force qui sont très différents. Et la compétition militaire est aussi une compétition industrielle de facto. Mais alors justement, cette dynamique que vous venez de décrire, Jean-Michel Valentin, j'ai envie de dire, elle est connue des historiens depuis un certain temps. Vous, l'élément de nouveauté, j'ai envie de dire, que vous apportez dans cette démonstration du rôle de la révolution industrielle dans le développement des appareils militaires et dans la compétition, évidemment, pour la puissance, c'est cet élément environnemental. C'est le fait que ça se déroule à une époque qu'on appelle maintenant l'Anthropocène. Absolument. Le point crucial, l'élément crucial que nous vivons en fait depuis 2 siècles, et qui est une espèce de révolution géophysique, c'est que la révolution industrielle induit aussi une transformation des paramètres planétaires. C'est-à-dire que le changement climatique, par exemple, est un des signaux de ce changement des paramètres planétaires, puisque les émissions de gaz à effet de serre par le développement industriel, tout simplement, entraînent une transformation des taux de CO2 dans l'atmosphère, ce qui entraîne une meilleure capacité d'absorption de la chaleur émise par le Soleil par l'atmosphère. Et en fait, il y a des boucles de causes et de conséquences entre les développements économiques et sociaux de ces 2 derniers siècles et les changements environnementaux. Moi, je pense qu'il faut vraiment il faut éviter de dire c'est la faute à celui-ci ou c'est la faute à celui-là. Personne n'a voulu transformer les paramètres planétaires. C'est un effet induit
Et cet effet induit, évidemment, il faut en comprendre les causes. Cet effet induit, en effet, il est difficile de l'aborder, comme vous le dites, en voulant pointer du doigt telle ou telle responsabilité. En revanche, on peut, et on y reviendra si vous le voulez bien, pointer les responsabilités aujourd'hui, maintenant qu'on a conscience de ces effets. Mais avant cela, pour bien comprendre votre démarche et bien comprendre comment vous avez travaillé dans cet ouvrage L'Aigle, le Dragon et la crise planétaire, Jean-Michel Valentin, prenons l'exemple de la guerre de l'opium, dont j'ai déjà parlé un tout petit peu. En quoi cet événement qui, a priori, n'a que peu à voir avec ce dont on parle là, en quoi il est, selon vous, un moment historique important pour comprendre cette dynamique entre affrontement de puissance, développement industriel et changement climatique, enfin, changement de la Terre, effectivement, du système Terre. il a beaucoup à voir. Puisque... Rappelez-nous d'abord les circonstances. Alors, la guerre de l'opium, 1839, en fait, c'est l'armée britannique qui déclenche une guerre contre la Chine pour forcer le gouvernement chinois à acheter l'opium produit en Inde de façon à assurer le chiffre d'affaires de la Compagnie des Indes. Et cette guerre de l'opium, elle est menée par l'armée britannique et la British Navy avec des moyens militaires nouveaux, qui sont des moyens industriels, c'est-à-dire des navires à vapeur, des fusils beaucoup plus efficaces, qui ont une capacité de destruction telle que l'armée chinoise, qui numériquement est très nombreuse, est littéralement balayée. Et en fait, cette guerre de l'opium, elle va d'une part forcer les Chinois et d'autres Asiatiques à réaliser que quelque chose a basculé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la puissance est induite par l'industrie et que donc il faut en tenir compte. Et d'autre part, elle est le premier pas de la Chine vers la révolution industrielle. Mais attention, quand on parle de la Chine, on parle de populations infiniment plus importantes qu'en Europe. Et donc, cela veut dire aussi que, à terme, la révolution industrielle qui sera portée par la Chine sera tout simplement à des échelles bien différentes de celles de l'Europe. Alors la Chine, en effet, prend conscience à ce moment-là de sa faiblesse, tout simplement, par rapport aux puissances qui ont fait cette révolution industrielle. Et donc, vous nous racontez l'histoire de cette émancipation économique, qui fait aussi passer la Chine du statut d'atelier du monde à aujourd'hui. Je vais vous faire un grand bond en avant, si vous voulez bien, dans l'histoire, pour parler aussi du fait qu'elle devient un géant technologique. Et donc, par là, réussit à s'imposer de plus en plus sur la scène des puissances internationales. Oui, tout à fait. Depuis la révolution communiste de 1949, ou plutôt en parallèle aux réformes agraires, le régime maoïste était obsédé par le développement industriel. Vous parlez de guerre à la nature dans votre ouvrage. Tout à fait. Et pour développer l'industrie, le régime maoïste a effectivement lancé ce qui était littéralement appelé une guerre à la nature, dominer la nature, de façon à en faire une gigantesque ressource pour le développement social et industriel. Ça a eu des effets absolument ravageurs, tant en termes humains que écologiques. Et surtout, ce n'est pas ça qui a fait décoller la Chine. Ce qui a fait décoller la Chine, c'est à partir de la fin des années 70, les quatre grandes initiatives prises par Deng Xiaoping, qui a pris la succession officieuse de Mao pour ouvrir la Chine progressivement à l'économie de marché. Et en ouvrant progressivement la Chine à l'économie de marché, eh bien évidemment, les besoins en ressources naturelles et les rejets polluants induits par le développement chinois se sont accrus.
Continuons notre grand bond en avant pour arriver jusqu'à aujourd'hui, puisque vous l'avez dit, ce qui est important, c'est cette ouverture commerciale au monde de la Chine et aussi sa volonté de sortir d'une forme de dépendance, de s'émanciper. Et ça passe par un développement technologique très important jusqu'à en faire une force qui est crainte un peu partout, avec cette question de la 5G qui s'impose aujourd'hui et dont il y a un acteur important, c'est Huawei. Arrêté le 1er décembre au Canada sur demande américaine, Meng Wanzhou est au cœur d'une crise diplomatique et commerciale entre la Chine et les États-Unis. Washington accuse Huawei de violation des sanctions américaines contre l'Iran et d'espionnage industriel. Des accusations rejetées en bloc par le gouvernement chinois. Nous demandons aux États-Unis de retirer immédiatement leur mandat d'arrêt et leur demande d'extradition contre Madame Meng Wanzhou. Nous leur demandons officiellement de cesser la persécution contre Huawei et d'autres entreprises chinoises et de les traiter de manière objective et impartiale. Alors voilà, cet affrontement autour de Huawei, elle montre l'inquiétude de Washington face au développement technologique. Washington fait aussi énormément pression sur l'Union européenne ces derniers temps pour que les pays européens rejettent l'installation de la 5G par Huawei. En quoi ça illustre, selon vous, peut-être une nouvelle dimension de cette Chine-Amérique, cet affrontement entre les deux États? En fait, cette problématique autour de Huawei et de la 5G ne sont qu'une dimension de la stratégie chinoise beaucoup plus large autour du développement de l'intelligence artificielle. Car depuis quelques années, le gouvernement chinois a développé de façon extrêmement volontariste la recherche-développement et l'implémentation de l'intelligence artificielle en mobilisant aussi bien les acteurs publics, c'est-à-dire les différents ministères, mais aussi les grands opérateurs technologiques, que les entreprises privées et l'armée chinoise, pour développer l'intelligence artificielle et en faire un facteur de démultiplication de la puissance. Ce qui fait que les différentes entreprises et acteurs chinois qui sont porteurs de, des différents aspects de l'intelligence artificielle, effectivement, commencent à être perçus comme autant de concurrents très sévères sur le marché des services de l'intelligence artificielle. Et pour bien saisir, par exemple, les enjeux autour de la 5G, c'est-à-dire ce que l'on appelle l'Internet... C'est un nouveau réseau qui est bien plus qu'une simple évolution de la 4G. Hein. Ah oui, oui. Il faut le dire, on change de dimension. C'est un changement d'univers, c'est-à-dire que c'est l'Internet des objets. C'est ce qui permet aux différents objets pouvant se connecter de se connecter ensemble. Ce qui évidemment produit entre autres des masses de data tout à fait gigantesques. Et l'intelligence artificielle, une des fonctions de l'intelligence artificielle, c'est de structurer les data, d'en comprendre les schémas. Ce qui fait que le développement de l'intelligence artificielle en Chine, il a effectivement des enjeux économiques, mais là aussi des enjeux sociaux et environnementaux très forts. Puisque... On connaît par exemple le fameux score de sociabilité qui est attribué aux Chinois sur un modèle un petit peu comme la série Black Mirror pour ceux qui ont vu l'épisode, c'est-à-dire qu'en fonction des comportements individuels, avec la reconnaissance faciale notamment qui est très développée et la surveillance vidéo, les Chinois se voient attribuer individuellement des scores sociaux qui leur permet ou non d'accéder à tel ou tel service, telle ou telle possibilité de voyager. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et même les choses vont plus loin, car aujourd'hui, un enjeu social, politique et environnemental majeur, c'est la maîtrise de la pollution. Puisque les villes chinoises sont terriblement polluées, certaines zones de la Chine sont recouvertes en permanence de nuages de fumée extrêmement épais du fait, justement, on en revient toujours à cette question du rapport à l'industrie, puisque la Chine a besoin d'énormément d'électricité pour se développer, et cette électricité, elle est assurée par le développement de milliers de centrales à charbon. Et ces centrales à charbon produisent une pollution atmosphérique telle qui, en se mélangeant aux émissions des voitures, fait mourir précocement près de 1,3 million de personnes par an.
c'est l'équivalent des pertes militaires françaises durant la Première Guerre mondiale. Et alors, c'est vraiment, vraiment très, très intéressant dans votre ouvrage, Jean-Michel Valentin. C'est le chapitre consacré à l'intelligence artificielle, la civilisation écologique et la smart economy. C'est comment, finalement, la Chine, dans cette course à la technologie de l'intelligence artificielle, cherche aussi à domestiquer certaines des causes de l'anthropocène. C'est une réponse au développement technologique, au développement industriel, mais par un développement technologique qui viendrait, dans l'idée chinoise, et vous allez nous expliquer comment et pourquoi, contrebalancer, par une meilleure gestion intelligente du monde et des villes notamment, contrebalancer les effets de l'anthropocène. Oui, tout à fait. J'aime beaucoup le terme que vous venez d'employer de domestiquer la pollution et les sources de la pollution. Parce que la pollution en Chine, et la pollution de l'air, la pollution de l'eau, la pollution des sols, est devenue aujourd'hui un facteur de déstabilisation qui est quand même aujourd'hui assez majeur. Et de nombreuses villes, c'est-à-dire des centaines de villes, on est à l'échelle chinoise, intègrent des intelligences artificielles municipales, des city brains, de façon à repérer d'où vient la pollution, du trafic automobile, de la production d'électricité, de la mauvaise utilisation de l'eau, etc., de façon à pouvoir intervenir sur ces différents flux pour faire baisser la pollution. Alors attention, les niveaux de pollution sont tels que, j'ai envie de dire, ils sont en train de passer de l'hyperpollution à la superpollution. Donc, les choses ne sont absolument pas résolues, mais il y a un travail indéniable qui est lancé. Et une volonté politique. Il y a une volonté politique, et cette volonté politique, elle est indissociable de ce développement technologique autour de l'intelligence artificielle. France Culture, la grande table, Raphaël Bourgois. La grande table, il est 13h17 et notre invité est le géopolitiste Jean-Michel Valentin qui publie aux éditions du Seuil dans la collection Anthropocène L'Aigle, le Dragon et la crise planétaire. Il a beaucoup été question du dragon jusqu'à présent, Jean-Michel Valentin. Peut-être faut-il parler aussi de l'aigle, c'est-à-dire des États-Unis et notamment de cette politique menée depuis un certain temps par Donald Trump en ce qui concerne, qui souffle un petit peu le chaud et le froid dans ses relations avec la Chine. La Chine a fait des efforts substantiels pour reconnaître les valeurs américaines, comme le secret des affaires, le respect des marques. Ils ne savaient pas qu'on s'occupait de ça, mais on l'a fait. Et ce n'est que la première phase. Ce n'est que la première phase, et ils font plus de choses que ce qu'on croyait possible. La Chine s'est aussi engagée à contrôler les produits de contrefaçon et piratés, ce qui est un gros problème. On sera vigilant et on mettra en place une grande protection. En addition, l'accord concerne les échanges de technologies forcés. C'est politique qui exigeait que les entreprises puissent abandonner leur savoir-faire et le secret des affaires. Donc maintenant, quand Boeing voudra s'implanter en Chine ou y vendre des avions, ils n'auront pas abandonné tous les détails de ce qu'ils ont mis tant de temps à développer. Voilà, Donald Trump dans une vidéo qu'on a trouvée sur le site du Washington Post qui date du 15 janvier dernier et dans lequel le président américain revient sur ce fameux accord signé entre la Chine et les États-Unis après une période de tension qui d'ailleurs n'est pas tout à fait terminée puisque les mesures commerciales à l'encontre de la Chine sont toujours pour une partie présentes dans ces relations-là. Elles ont même d'ailleurs fait craindre à un moment une escalade qui aurait pu devenir guerrière. Jean-Michel Valentin, alors outre la personnalité tout de même assez particulière de Donald Trump, il s'inscrit quand même dans une histoire de rapport avec la Chine oui, une histoire géopolitique et stratégique qui est déjà ancienne. Oui, tout à fait. En fait, là, nous faisons référence à la période qui s'est ouverte au printemps 2018, quand le président Trump a décidé de lancer ce qu'on appelle la trade war, c'est-à-dire la guerre des tarifs douaniers, entre les États-Unis et la Chine, en augmentant les tarifs douaniers sur les importations, sur de nombreuses importations de produits chinois, tant le déficit commercial américain avec la Chine est devenu abyssal. Et ces 2 dernières années ont été dominées par des négociations tendues
entre les Washington et Pékin sur cette question donc des droits de douane qui fait l'objet d'un premier accord depuis janvier dernier. Au-delà de la personnalité singulière de Donald Trump, j'ai envie de dire que, en fait, ces négociations douanières, elles visent aussi à domestiquer cette chimérica que nous évoquions. Hein, cette relation hybride, cette interdépendance extrêmement forte entre les deux pays. Et la guerre des tarifs douaniers et le premier accord auquel elle parvient, elle sert avant toute chose, me semble-t-il, à décréter la nécessité d'une gouvernance de cette relation qui s'est développée extrêmement vite et de façon extrêmement intense depuis le début des années 1980. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que les échanges industriels entre les deux pays sont tellement forts que, effectivement, de nombreuses industries et industriels américains, en travaillant avec leurs homologues chinois, se sont mis à faire, peut-être pas sans le savoir, mais presque sans le savoir, du transfert de technologie massif, qui a indiscutablement un problème de souveraineté, induit des problèmes de souveraineté et de développement économique importants. Donc, l'idée, j'ai envie de dire, si on change un peu le point de vue, c'est pas tellement d'en finir avec la relation hybride entre les deux pays, ils ne peuvent pas. Mais c'est de domestiquer, c'est-à-dire cette espèce d'entité étrange qu'est la chimérica, c'est de la réguler. Avec cet effet étrange aussi, Jean-Michel Valentin, qui est de voir des formes d'inversion des rôles. Récemment, on a pu voir la Chine, le président chinois Xi Jinping se rendre à Davos pour défendre le libéralisme et le libre-échange, voir la Chine affirmer, par exemple, son maintien dans les accords de Paris sur l'environnement, quand les États-Unis de Donald Trump semblaient devoir se dégager de l'un et de l'autre. Comment comprendre, selon votre regard, et surtout peut-être principalement sur les accords de Paris, puisqu'encore une fois, la question environnementale est au cœur de votre réflexion. Comment comprendre ces inversions de pôle? Je veux dire, au-delà du commentaire politique, encore une fois, sur voilà, les intérêts immédiats et intérieurs de l'un et de l'autre. Alors, je pense qu'il faut analyser ça en termes de projet politique. C'est-à-dire que la Chine a pris vraiment conscience de l'impact du changement climatique sur son territoire, par le biais notamment des dangers qui peuvent être posés sur la ressource en eau, des dangers que la hausse du niveau de l'océan peut poser aux villes côtières, qui sont évidemment les villes les plus développées en Chine, villes les plus peuplées, donc on parle de centaines de millions de personnes. Donc les Chinois ont vraiment saisi l'enjeu et travaillent à y répondre. Le gouvernement de Donald Trump, lui, sort des accords de Paris sur le climat, j'ai envie de dire, parce que le projet qui est porté par ce gouvernement est un projet de réindustrialisation des États-Unis. Or, dans l'état actuel du rapport à la technologie et à l'énergie, il est très difficile de dire d'un côté, nous allons réindustrialiser, et de l'autre, nous allons lutter contre le changement climatique. Donc en fait, le gouvernement de Donald Trump fait le choix de la réindustrialisation. Et ça va très très loin, Jean-Michel Valentin, puisque ça va jusqu'à créer des nouveaux lieux d'affrontement géopolitique. Je pense par exemple à l'Arctique, voilà, et au Groenland, dont Donald Trump a eu l'idée saugrenue l'été dernier de dire qu'il aimerait bien le racheter. Le président des États-Unis veut le Groenland, gigantesque territoire arctique. Selon la presse américaine, Trump se serait personnellement renseigné sur les possibilités d'achat de l'île, grande comme 4 fois la France.
Mais derrière l'intérêt présidentiel se cache une prise de conscience américaine de l'importance du Groenland. Riche en ressources naturelles, l'île présente aussi des atouts géopolitiques majeurs. Il n'en faut pas plus pour aiguiser des appétits vite contrariés. Cette histoire de rachat n'est pas quelque chose que nous envisageons. Le Groenland fait partie de l'unité du royaume du Danemark et c'est au Groenland de décider de son futur. Autrement dit, l'île reste ouverte aux affaires mais pas à la vente. Une île d'ailleurs plus préoccupée en ce moment par la fonte des glaces arctiques que par la frénésie d'achat du président américain. Alors toutes ces possibilités commerciales, de développement, d'extraction offertes par la fonte des glaces arctiques, c'était au cœur de votre précédent ouvrage, notamment Géopolitique d'une planète déréglée, Jean-Michel Valentin, mais il y était question cette fois-ci aussi, et notamment vous parlez de la grande fonte au grand affrontement. Oui, quand cet été, le président Donald Trump a annoncé son idée d'acheter le Groenland, il s'exprime selon les modalités qui lui sont propres, qui sont beaucoup plus efficaces que ce qu'on aime commenter, mais passons. Mais ce qu'il dit par là, et qui est à prendre très au sérieux, c'est que l'intérêt de Washington vers l'Arctique est à nouveau extrêmement éveillé. Parce que l'Arctique est en train d'être bouleversé par le changement climatique. Le Groenland est particulièrement affecté par ces changements, ce qui fait que des zones entières du Groenland commencent à être accessibles, notamment au développement minier. Il y a déjà d'ailleurs une entreprise sino-britannique minière qui travaille au Groenland depuis 2017. Et en fait, les États-Unis sont en train, eux aussi, de revenir très fortement et très fermement en Arctique. D'ailleurs, en mai 2019, Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, le responsable de la politique étrangère, ancien directeur de la CIA, c'est pas n'importe qui, s'est retrouvé au Conseil de l'Arctique à dire mais les changements météorologiques connus par l'Arctique sont autant d'opportunités pour les États-Unis et il est hors de question qu'il y ait des sous-marins chinois dans les eaux arctiques. On est en pleine géopolitique de la grande fonte. Grande fonte géopolitique, c'est au cœur de votre dernier ouvrage, L'Aigle Dragon et la crise planétaire. Jean-Michel Valentin, merci d'être venu en parler avec nous. Ce sont des enjeux dont j'ai bien peur que nous n'ayons pas fini de parler à ce micro. Merci aussi à toute l'équipe de la Grande Table. Pour la Grande Table Culture, c'est Oriane Delacroix et Sophie-Catherine Gallet. Pour la Grande Table Idées, Bruno Barada et Laura Dutèche-Pérez, avec l'aide précieuse de Philomène Villard et Marceau Vassy. À la réalisation, aujourd'hui, c'était Éric Lancien et à la technique, Ludovic Auger.